Glenn est un médecin fainéant dont la clinique subit un coup dur pendant la guerre entre humains et monstres. Cependant, sa chance change lorsque la bataille féroce se termine et qu'il peut soigner des filles monstres étranges qui veulent qu'il les examine de fond en comble. Un jour, Glenn examine une fille minotaure, puis il caresse ses oreilles qui s'avèrent être assez sensibles, ce qui la fait crier de joie. Il lui annonce ensuite qu'elle est enceinte. À ce moment-là, son mari corpulent se précipite pour l'embrasser. Glenn leur dit que la douleur dans ses melons disparaîtra dans quelques jours, car c'est le signe distinctif de la grossesse dans leur espèce. Ensuite, alors que les petites fées nettoient l'endroit et que Saphantite organise la clinique, elle semble un peu troublée, ce que Glenn remarque et demande immédiatement, à quoi Saphantite répond qu'elle s'inquiétait qu'il soit un gobelin assoiffé en examinant cette femelle chatouilleuse plus tôt. Glenn est embarrassé et répond qu'il était tellement plongé dans l'examen médical qu'il n'a rien remarqué de tout cela. Elle se calme et lui assure que sa concentration est l'une de ses meilleures qualités. Un messager arrive pour apporter des nouvelles du docteur Settle, leur ancien mentor à la poitrine généreuse, qui demande à Glenn d'examiner les combattants dans l'arène au nom de l'hôpital central. Ils montent tous les deux dans la calèche Centaure et, en chemin, Saphantite maudit la pieuvre pour avoir fermé la clinique. Mais Glenn agit comme un idiot et lui dit que le docteur Settle a fait cela pour son bien et que la clinique n'a ouvert que grâce à son soutien. Alors qu'ils arrivent à l'arène, ils sont accueillis par une femme cheval plutôt corpulente qui se présente comme Tazalia, une combattante de 3e rang. Les autres combattants chuchotent sur le fait que Glenn est en réalité un très jeune médecin humain, et l'un d'eux lui demande même de se dépêcher avec l'examen. À ce moment-là, Tazalia leur dit de fermer leur visage arrogant parce qu'il est là pour examiner leurs pauvres derrières amochés. Glenn est impressionné par l'autorité de Tazalia sur les combattants, ce que Tazalia explique en pointant un blason sur ses melons rebondissants tout en taquinant Glenn d'être assoiffé par son beau corps de déesse, ce qu'il nie. Personnellement, je ne tolérerai pas ce niveau d'irrespect. Elle lui dit fièrement de regarder son blason, qui symbolise qu'elle est l'héritière de la puissante Scythia Transport Company, raison pour laquelle tous les centaures la respectent. À ce moment-là, Glenn se souvient comment l'un des centaures de transport lui a demandé de veiller sur leur princesse, qui est Tazalia. Il commence à examiner les combattants en commençant par une femme chat qui s'est blessé la patte et quand Glenn lui dit de ne pas concourir pendant quelques jours, elle saute sur ses genoux et lui demande de la réparer rapidement, ce qui pousse Saphantite à se ressaisir pour la suite de la procédure. Puis Tazalia elle-même vient pour l'examen et se vante qu'un jour, elle dirigera tous les centaures de la ville avant de demander à Glenn s'il aime les femmes centaures plantureuses comme elle. Elle continue ensuite en lui disant que puisqu'elle dirigera un jour, elle cherche toujours le candidat parfait pour le mariage car bien que les centaures soient courageux, elle ne veut pas de quelqu'un de brutal, mais plutôt un jeune docteur intelligent qui soigne les monstres, ce qui fait rougir Glenn. Saphantite, puant de jalousie, enroule sa queue autour de Tazalia et lui dit que sa taille a grossi, ce à quoi Tazalia proteste en l'appelant infirmière alors qu'elle est en fait médecin. Tazalia leur montre sa taille fine, que Saphantite mesure et qualifie toujours de large, mais Glenn conclut qu'elle est en fait en bonne santé. Alors qu'ils terminent le travail de la journée, Kay et Lorna, les assistantes de Tazalia, s'approchent de Glenn et le harcèlent au sujet de l'examen de leur dame. À quoi Glenn les rassure en disant que cela s'est parfaitement bien passé. La nuit, Saphantite vient dans le bureau de Glenn où il travaille et lui dit que rester éveillé si longtemps affectera sa santé, ce à quoi Glenn répond qu'elle s'est toujours souciée de lui depuis qu'ils étaient assez jeunes car elle était son aînée. Saphantite discute ensuite du cas de Tazalia avec lui et de la façon dont ses assistantes leur ont dit qu'elle n'a pas gagné un seul match ce mois-ci malgré un entraînement acharné. Ce à quoi Glenn ajoute qu'elle pourrait ne pas partager son problème par fierté. Saphantite se met ensuite à préparer une boisson pour Glenn et l'apporte avec de la glace ayant des propriétés herbacées, ce qui embarrasse Glenn qui dit qu'il faut un voyage de 2 jours pour rapporter de la glace des montagnes. Saphantite commence à boire le puissant whisky de Dragon de Feu dans une énorme chope qu'elle a reçue en cadeau des assistants de Tazalia, au grand étonnement de Glenn. Elle se saoule et enroule fermement sa queue autour de Glenn, lui disant qu'elle ne le laissera plus voir Tazalia car c'est une séductrice et elle veut le courtiser. Mais Glenn la calme en expliquant son obligation professionnelle. Quelque temps plus tard, Saphantite est occupée à penser à comment Elosha a été envoyée chez la famille de Glenn il y a longtemps comme otage, lorsque la guerre entre les monstres et les humains était à son apogée, se remémorant ces temps sombres et incertains. À la fin de la guerre, Glenn et Saphantite étaient devenus très proches, mais Saphantite a décidé de partir, ce qui a rendu Glenn triste. Ils ont échangé des adieux douloureux alors que Glenn poursuivait son carrosse qui s'éloignait, les larmes coulant sur son visage. Et des années plus tard, ils se sont retrouvés à l'académie, ce qui les a comblés de joie.
À présent, Saphantite découvre qu'elle n'a plus de crème solaire, alors Glenn prend l'initiative et propose une sortie shopping, ce qu'elle accepte avec enthousiasme. Ils voyagent en bateau jusqu'à leur destination, profitant de la douce brise marine et du parcours pittoresque le long des eaux cristallines. Et Saphantite est absolument ravie de leur escapade romantique. Après être enfin arrivés aux voies navigables de Maro, leur tireuse de bateau sirène, la prétendue Aria, demande où se dirigeait le couple d'idiots, alors ils révèlent leur plan de shopping avec enthousiasme. Saphantite l'embête pour acheter des sacs de créateurs, mais Glenn lui rappelle qu'ils sont fauchés comme les blés et ne peuvent pas se permettre des articles de luxe. Tous deux apprécient de voir tous les sites et louent Lady Scadley pour tout son travail politique sur les waterways, s'émerveillant de l'infrastructure impressionnante et de la coexistence pacifique entre les espèces. Une fois qu'ils ont terminé d'acheter leur fourniture de clinique, en sélectionnant soigneusement les articles de la meilleure qualité qu'ils peuvent se permettre avec leur budget serré, Saphantite le supplie de faire un arrêt rapide dans une boutique de souvenirs. Quand ils arrivent, ses instincts de shopping compulsif commencent à s'activer alors qu'elle admire les marchandises brillantes comme une pille à vide et se lance dans une frénésie d'achat, achetant des babioles inutiles qui attirent son attention. Après avoir passé plusieurs heures à errer dans le magasin, elle finit par n'acheter qu'un seul article. Ayo, quoi le, en disant à Glenn que le vrai trésor était le temps qu'ils ont fini par passer ensemble en ce jour spécial. Leur chauffeur sirène mentionne que le spectacle de sirène qui a lieu ce soir-là comportera beaucoup de chants et de danses, ce qui énerverait les défenseurs des droits des animaux partout. Saphantite s'enthousiasme et veut y assister, mais Glenn insiste sur le fait qu'ils ont du travail qui les attend à la clinique. Et une autre sirène les remarque et les appelle un couple mignon et les invite dans sa boutique avec enthousiasme. Saphantite succombe à la flatterie et convainc Glenn de visiter malgré son hésitation initiale. La sirène se présente comme Loulala, proposant de leur chanter quelques tubes pop du dernier classement. Glenn fixe Loulala trop longtemps, ce qui pousse Saphantite à le lécher et à l'accuser de vouloir des bébés poissons. Il paie Loulala pour chanter, mais elle refuse de se produire pour les paysans fauchés car leur paiement est insuffisant. Fais-moi une faveur s'il te plaît. Va-t'en d'ici, surtout avec Lady Scadley qui l'invite à se produire au palais pour une bien meilleure compensation. Glenn propose un examen médical gratuit à la place, et Loulala accepte après y avoir réfléchi. Quand elle chante, la voix de Loulala fait passer les chanteurs professionnels pour des chats mourants en comparaison. Soudain, elle commence à tousser violemment et se sent mal à cause de son état. Glenn parle doucement au poisson et suggère de l'examiner en privé dans un cadre plus confortable, à l'abri des regards indiscrets. Glenn examine soigneusement sa gorge, lui demandant d'ouvrir grand pour son grand-papa, Glenn. Il découvre une inflammation de la gorge causée par des activités nocturnes coquines auxquelles elle s'est livrée. Ensuite, il veut examiner ses boutons de PlayStation, ce qui embarrasse beaucoup Loulala. L'utilisation de son stéthoscope ne révèle aucun problème thoracique. Bien, il examine ses branchies attentivement, trouvant étrange qu'elles restent ouvertes sur Terre alors qu'elles devraient être fermées. S'inspirant des médecins de films pour adultes, Glenn commence à glisser ses gros doigts à l'intérieur, tandis que Loulala émet des bruits de plaisir qui résonnent dans le magasin et attirent l'attention des autres clients. Après l'examen, Glenn explique qu'elle passe trop de temps sur Terre à se produire, asséchant dangereusement ses branchies et sa gorge. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle fait cela, Loulala révèle qu'elle a besoin d'argent pour sa famille après que son père soit parti acheter du lait et ne soit jamais revenu de son mystérieux voyage. Elle veut chanter pour Lady Scadley afin de gagner beaucoup d'argent qui pourrait changer sa vie. Mais en attendant, elle doit travailler normalement dans tous les lieux qui acceptent de la faire se produire. Un enfant humain tombe soudainement dans l'eau, avec la marée l'emportant dangereusement vite vers le large. Loulala saute immédiatement et nage comme une championne olympique pour sauver le garçon de la noyade. Sous l'eau, elle a du mal à respirer, mais puise dans son instinct de sauveteuse pour le secourir avec succès. Glenn effectue la réanimation cardio-pulmonaire sur l'enfant sans se rendre compte que Loulala a perdu connaissance et a coulé sous les vagues pendant qu'il était distrait. En découvrant qu'elle a disparu, Glenn plonge pour la sauver sans hésitation, malgré le danger. Loulala commence à avoir des regrets de ne pas avoir aidé sa mère financièrement et supplie l'univers de l'aider. Et Glenn finit par la sauver par sa seule détermination. Il l'embrasse pour forcer la respiration à travers ses branchies, réussissant avant de s'évanouir d'effort et d'épuisement. Saphantite les tire tous les deux avec sa queue. Et Loulala refuse de lâcher le torse musclé de Glenn, rendant Saphantite jalouse et frustrée. Quelques jours plus tard, Loulala se produit devant toute la ville, recevant des ovations debout de la foule émerveillée qui avait entendu parler de son sauvetage héroïque.
Elle remercie Glenn et Saphantite pour le médicament pour la gorge, mais reste troublée par le baiser sous l'eau de Glenn et s'enfuit embarrassée. Dans les rues animées de la ville, un golem nommé Kunai poursuit des bandits avec détermination et tombe dans une embuscade soigneusement planifiée. Pendant ce temps, Glenn soigne un slime à sa clinique qui tombe sous le charme de son beau visage et le regarde amoureusement. Lady Skadi elle-même visite leur humble clinique avec son garde du corps intimidant, Kunai, qui parle au nom de Skadi d'une voix autoritaire. Kunai dit aux deux paysans d'être reconnaissants de vivre la grandeur, qui est Skadi elle-même dans toute sa magnifique gloire. Skadi demande de l'aide pour retrouver le bras manquant de Kunai, perdu en combattant des bandits, et le rattacher correctement à son corps. Elle explique que leur professeur, le docteur Sifali, a refusé de les aider pour cette procédure délicate. Elle ajoute que Kunai est un golem de chair créé par un médecin charlatan jouant à Dieu avec de la magie interdite, ce qui explique pourquoi Kunai déteste les médecins avec une passion ardente. Glenn essaie d'aider Kunai avec une véritable inquiétude, mais elle rend cela difficile, refusant obstinément son aide. Kunai déclare qu'elle trouvera son bras elle-même et quitte la clinique en colère. Elle aperçoit quelqu'un de suspect rôdant dans l'ombre et le suit à travers les rues sinueuses, mais perd la trace dans le dédale des ruelles. Le bandit l'attaque soudainement par derrière quand elle s'y attend le moins. Pendant ce temps, Glenn refuse d'abandonner et prépare son équipement médical pour aider Kunai malgré son refus. Cherchant frénétiquement Kunai et le bras manquant à travers la ville, il entend des cris provenant d'une rue voisine. Sur les lieux du crime, il rencontre Tazalia pointant une jambe coupée au sol avec une inquiétude visible sur son visage. Glenn l'examine attentivement, réalisant qu'elle appartient à Kunai après avoir reconnu la construction unique. Ailleurs dans la ville, Kunai rampe douloureusement sur une jambe, traquant les bandits qui lui ont fait du tort. Elle commence à émettre des petits cris de joie alors que ses jambes frémissent sous les caresses de quelqu'un qui touche les endroits sensibles de la jambe sectionnée de la manière parfaite. Tazalia explique l'énergie de combattante de Kunai, qui est mauvaise et brûlante, tout en poussant des cris aigus chaque fois que Glenn touche la jambe sectionnée avec ses mains expertes. Tazalia l'avertit d'être prudent, sinon il ressemblera à un type bizarre qui prend son pied avec des orteils puants, ce qui ruinerait complètement sa réputation. Kunai se calme progressivement, sachant que Glenn a sa jambe en sa possession. Elle commence à entendre les âmes des parties du corps piégées devenir plus fortes dans sa tête, créant un énorme flot de voix. Glenn continue de chercher sans relâche et rencontre Lulala qui va mieux dans la vie depuis leur dernière rencontre. Lulala a un cadeau pour eux qui s'avère être le bras manquant de Kunai qu'elle a trouvé. Kunai commence à gémir de bonheur alors que quelqu'un caresse et frotte doucement son bras. Lulala explique que quelqu'un a jeté le bras dans l'eau pour s'en débarrasser, pensant que personne ne le trouverait là. Après avoir trouvé les membres manquants avec beaucoup d'efforts, Glenn doit localiser Kunai elle-même, et Lulala suggère de demander directement aux membres coupés des conseils. Kunai est allongée par terre, implorant désespérément que quelqu'un arrête de lui chatouiller les pieds lorsque Glenn la trouve enfin dans son état vulnérable. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a besoin de l'aide de personne, mais Glenn dit à la Hu amputée de se taire et de le laisser l'aider correctement. Glenn sort des ciseaux et des aiguilles de haute qualité de son sac médical, bien meilleurs que ceux utilisés sur son corps à l'origine. Il lui dit que celui qui lui a fait ça n'était pas un vrai médecin avec une formation adéquate. Et tandis qu'elle proteste contre le traitement supplémentaire qu'il lui prodigue, il explique qu'il est nécessaire de montrer du respect pour ces différentes parties du corps qui appartenaient autrefois à différentes âmes avec leurs propres histoires. En regardant sa main avec une nouvelle compréhension, elle voit clairement les âmes et laisse enfin grand-papa Glenn s'occuper de ses besoins. Il commence à connecter les vaisseaux sanguins avec précision, tandis que Kuni s'émerveille de ses compétences et de sa technique incroyable. Elle discute de la façon dont son créateur l'a rendu incapable de ressentir la douleur et la souffrance, ce qui était à la fois une bénédiction et une malédiction. Elle montre à Glenn un nouveau respect et lui demande pourquoi il fait des efforts supplémentaires pour ses patients. Et Glenn lui répond avec assurance, expliquant qu'il est un médecin qui prend soin de tous les besoins des patients, quel que soit le rang, leurs circonstances. Kuni est heureuse que des médecins comme lui existent dans ce monde. Et en passant à la jambe gauche, Kuni rougit en voyant sa nature attentionnée se manifester. À la clinique, les patients sont déçus que Glenn ne soit pas là pour s'occuper personnellement de leurs besoins. La patiente, Arachnia, dit à Saphantite qu'elle devrait inviter Glenn à leur pub habituelle pour qu'ils puissent enchaîner les tournées à ses frais toute la nuit. Elle taquine Saphantite en disant que Glenn est probablement à 10 cm de profondeur à l'intérieur de quelqu'un d'autre en ce moment, ce qui fait exploser Saphantite de rage jalouse. Glenn continue d'attacher la jambe avec une précision minutieuse, tandis que Kunai essaie de retenir ses bruits de bonheur et ses gémissements causés par son toucher doux qui lui donne des frissons dans tout le corps.
Elle commence à gémir plus fort et plus désespérément, disant à Glenn d'être plus doux avec ses parties sensibles. Mais Glenn y va plus vigoureusement et plus fermement pour réparer correctement sa jambe, ce qui fait baver et pleurer Kunai au toucher d'un homme viril qui sait ce qu'il fait. Ensuite, Kunai se met en colère par embarras à cause de ses réactions et veut punir Glenn comme le vilain garçon qu'il est. Mais elle remercie sincèrement Glenn de l'avoir sauvé et quitte rapidement la scène. Les bandits observent attentivement Glenn depuis l'ombre alors qu'il retourne à la clinique et trouve Safentite dans son bureau, plus étrange que jamais et apparemment enceinte. Glenn la confronte sur ses mensonges et veut l'emmener à une émission de paternité pour prouver qu'il n'est pas le père. Safentite soulève sa jupe, révélant le cadeau d'Arachnia, qui était un œuf à l'intérieur. Glenn l'examine, tandis que les instincts de serpent de Safentite s'éveillent, détectant des bandits à l'extérieur. Ils font irruption dans la clinique et Safentite en neutralise un. Puis Glenn et Safentite s'enfuient, concluant que les bandits pensent que Glenn a travaillé avec Kunai. Safentite jure de le protéger et suggère d'éviter la clinique ce soir. Et il prévoit de signaler cela à Kunai. Mais elle est déjà là avec un bandit sur son épaule. Kunai explique que des bandits ont kidnappé des harpies, les forçant à pondre des œufs avant de les vendre sur le marché noir. Glenn lui montre leur œuf et elle confirme qu'il appartient à une harpie. Un bandit tente d'attaquer, mais Kunai le maîtrise facilement. Elle les invite ensuite à Waterway, puisque le personnel de sécurité n'est pas disponible pour assurer leur protection. Elle suggère de rester avec elle pendant sa mission pour exposer les bandits. Alors, ils montent à bord d'un bateau tiré par Lulala avec Lady Skadi à bord. Et puis, ils demandent à Skadi d'expliquer pourquoi Lulala est en mission. Et elle répond que cela fait partie de son accord pour chanter en ville. Glenn les accuse d'exploiter son côté fraternel et Kunai essaie d'intervenir, mais Glenn dit à la poupée vaudou de connaître son rôle et de se taire. Ils essaient de le convaincre que Lulala est parfaite comme informatrice puisqu'elle passe la plupart de son temps en ville et il la paie bien. Glenn essaie de répliquer, mais Lulala intervient, disant à Glenn qu'elle a choisi de rejoindre la mission. Kunai discute de leur plan d'embuscade du repère des bandits avec des équipes de patrouille prêtes à enfoncer la porte d'entrée. Leur objectif principal est de sauver les filles harpies kidnappées et Skadi s'excuse de les avoir impliquées. Ils arrivent à un pont où des bandits les attaquent avec des flèches, mais ils esquivent. Kunai attaque et est touché par des flèches, mais continue sans ressentir de douleur. Soudain, Tazalia et son équipe rejoignent la bataille, maîtrisant les bandits. Ils disent à Glenn et aux autres de continuer vers la cachette. Un bandit commence un monologue de Soyboy sur le fait que les humains et les monstres ne sont jamais destinés à la paix. Mais Tazalia lui dit de se trouver une personnalité et de regarder la réalité avant de le battre d'un coup. Le bateau atteint leur destination et Kunai ordonne à Lulala de nager vers la sécurité. Le chef des bandits apparaît et commence une guerre de mots avec Kunai, affirmant que ce qu'ils font, y compris le trafic d'êtres vivants, est un revenu nécessaire après la fin de la guerre. Kunai en a assez à ce moment-là et le traite de sale cabot, lui disant de se préparer à se battre. Ils commencent à croiser le fer et Kunai dit aux autres de sauver les filles harpies et l'équipe de patrouille fait irruption pendant que Glenn et les autres cherchent les filles. Un bandit essaie d'attaquer, mais Skadi utilise son expansion de domaine et le bat facilement. Il trouve les filles harpies kidnappées et Glenn les calme, examinant leur santé. Elle demande de l'aide car une fille a des douleurs à l'estomac et Glenn se met au travail en examinant son ventre, concluant qu'un œuf est coincé à cause du stress que la mère subit. Il ouvre son pantalon et se place entre ses cuisses épaisses pour l'aider à accoucher. Il commence à masser son ventre pour aider avec les contractions, mais des bandits attendent dehors et ils font irruption pour attaquer, mais Safentite et Skadi s'associent contre eux, la bataille fait rage avec les filles sous les projecteurs, et Safentite fait un monologue sur une maladie incurable qu'elle a et sur sa lignée familiale. Sa famille, les Nyx, sont des experts en poison et techniques d'assassinat, et elle a reçu un jour l'ordre de sa mère d'éliminer la lignée de Glenn si la guerre ne se terminait pas. Maintenant, elle est heureuse que cela ne soit pas arrivé et se demande si elle aurait eu le courage de le faire à Glenn. Un bandit lui poignarde la queue et elle se sent faible, voyant du poison sur la lame avant de s'effondrer. Elle regarde Glenn à son point le plus faible, pensant qu'il est un mâle Sigma si merveilleux, avant de perdre connaissance. Plus tard, elle se réveille dans un lit avec Glenn à son chevet et il lui dit qu'il n'est pas inquiet puisque le poison utilisé n'est qu'un jeu d'enfant pour une Lamia comme elle. Et Safentite s'émerveille de ses connaissances. Glenn l'informe que tout le monde est en sécurité et que la fille aux harpies a accouché avec succès, alors Safentite commence à agiter sa queue et avoue qu'elle avait été envoyée auparavant comme assassin pour tuer toute sa famille. Cependant, Glenn sourit, lui disant qu'il le savait déjà car sa famille avait montré pourquoi les humains sont au sommet de la chaîne alimentaire en recherchant la famille de Safentite au préalable avant de l'accepter dans leur maison.
Il lui raconte l'histoire de la fois où le serviteur de sa famille a empoisonné sa nourriture, la rendant malade. C'est Glenn qui est resté à ses côtés et l'a soigné. Il la remercie d'avoir été là pour sauver les harpies. Soudain, c'est la saison des amours et Saphantite enroule Glenn dans une position suspecte, comme si c'était le moment de faire des bébés. Elle enlève son armure et se couche sur lui, ne se souciant pas des risques qu'il pourrait courir, mais Glenn commence à paniquer quand il voit la faim pour sa saucisse dans ses yeux avides. Mais elle s'effondre heureusement, car le poison est toujours dans son système. Il lui dit de se reposer, mais elle lui demande de tenir sa queue jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et Glenn accepte volontiers. Quelques semaines plus tard, Glenn et Saphantite voyagent avec Tazalia et ses loyaux subordonnés le long des routes sinueuses de montagne à travers la campagne. Sifal leur avait assigné des examens médicaux des harpies dans le cadre de leurs devoirs médicaux et Glenn se demande constamment comment Illy, la jeune fille qu'il a aidé à mettre au monde lors du sauvetage, se remet. Ils apprennent par les commérages du village que Illy n'a pas de famille et ne peut pas voler correctement après avoir été kidnappée. Alors Glenn veut désespérément l'aider à surmonter ses défis. Un glissement de terrain frappe leur carrosse et les centaures soudainement sans avertissement, et Glenn se précipite immédiatement pour aider, trouvant Kay horriblement blessé sous les lourds rochers et débris. Kay essaie de continuer le voyage malgré sa douleur, mais Glenn conclut après examen qu'elle a une jambe fracturée, nécessitant une assistance immédiate du village avec des installations médicales appropriées. Des harpies arrivent des environs pour les escorter en toute sécurité, et Glenn explique clairement leur situation désespérée, demandant poliment aux harpies de porter Kay, qui accepte volontiers sans hésitation. Ils atteignent le village paisible et rencontrent le sage aîné Harpie. Et Tazalia s'occupe des négociations commerciales importantes avec l'aîné, tandis que Glenn rend visite à Kay pour vérifier son état. En examinant plus attentivement la blessure à sa jambe, on découvre qu'il s'agit simplement d'une entorse plutôt que d'une fracture. Et Kay essaie de se lever, mais échoue lamentablement à cause de la douleur aiguë. Et Lorna lui dit doucement de se reposer après avoir promis sincèrement de toujours veiller sur Tazalia en son absence. Les harpies reconnaissantes forment une file organisée pour les examens médicaux de Glenn, et les jeunes harpies sauvées remercient chaleureusement Glenn de les avoir sauvées de leur terrible épreuve. Glenn demande spécifiquement Illy, et elle l'informe tristement qu'Illy ne veut pas le rencontrer parce qu'il est laid et fauché. Plus tard dans la soirée, Glenn rencontre Lorna seule près d'une rivière paisible, et apprend que Tazalia était là plus tôt, mais qu'ils se sont séparés pendant leur promenade. Glenn demande curieusement à propos de sa relation étroite avec Kay, et elle raconte leur histoire émouvante. Ils étaient tous deux des orphelins de guerre devenus des divas intrépides, servant la famille de Tazalia avec une loyauté indéfectible. Cependant, Tazalia arrive peu après leur conversation, réprimandant sévèrement Lorna pour s'être éloignée seule et l'avoir laissée sans surveillance. La nuit, Tazalia dîne avec les deux médecins, exprimant ses inquiétudes croissantes concernant la perte soudaine de cellules cérébrales de Lorna, devenant de plus en plus maladroite depuis son arrivée au village plus tôt. Saphantite devient curieuse des affaires de Tazalia avec l'ancien, et Tazalia révèle que sa famille veut travailler en étroite collaboration avec les harpies en utilisant leur capacité naturelle de vol pour élargir les opportunités commerciales. Mais Lorna continue d'agir bizarrement et de ruiner tout ce pour quoi ils ont travaillé. Tazalia demande à Glenn d'examiner professionnellement l'état de Lorna, mais Glenn pense que Lorna est simplement déprimée à cause de l'état douloureux de Kay. Mais la casse-pied prétentieuse n'accepte pas sa réponse simple et leur propose les meilleurs alcools de sa collection, ce qui pousse Saphantite à supplier désespérément Glenn d'accepter l'offre généreuse. Tazalia explique honnêtement que bien qu'elle soit proche de ses deux acolytes, elle reste leur maîtresse avec la distance nécessaire dans leur relation professionnelle. C'est pourquoi elle supplie Glenn d'aider Lorna à surmonter ses difficultés. Plus tard dans la nuit, Glenn se préoccupe profondément de changer l'esprit de Lorna pour le mieux, tandis que Saphantite lui coupe des pommes fraîches avec soin. Elle suggère utilement que pour aider Lorna à arrêter de s'inquiéter constamment pour Kay, elle doit être attachée, tandis que Glenn lit attentivement son livre sur les centaures et obtient quelques idées suspectes des techniques. Pendant ce temps, Lorna est complètement perdue dans ses pensées troublantes, incapable de faire face sans Kay à ses côtés pour la première fois depuis des années. Et son anxiété continue de monter dangereusement jusqu'à ce que Glenn l'appelle doucement par son nom. Il lui donne le bandeau qu'il utilise habituellement la nuit quand Saphantite va faire boink-boink avec lui. Lorna se sent immédiatement mieux alors que son esprit s'éclaircit avec ses objectifs, et Glenn ajoute des éléments pour ses habitudes coquines et attache Lorna, les yeux bandés, comme dans son film préféré de Gunner. Lorna va plus loin, le suppliant de serrer plus fort, tandis que Saphantite regarde avec un dégoût pur. Glenn se défend et explique que c'est pour le bien de la science, en disciplinant Lorna avec des techniques du passé pour les centaures.
Cela s'avère efficace au-delà des attentes, et Tazalia est reconnaissante pour cette percée osée qui fonctionne réellement. Tazalia va voir Lorna, remerciant à la fois elle et Kay pour leur service loyal, leur disant qu'elle les aime profondément. Et plus tard, Kay est confuse en voyant Lorna attachée dans une position compromettante, mais Lorna adore ça complètement. Les deux filles mettent Glenn au milieu d'un sandwich lacté, lui disant de se dépêcher d'épouser Tazalia pour qu'il puisse devenir leur maître afin qu'elle puisse le chevaucher. Glenn recule devant les filles à quatre pattes et elles lui disent qu'elles ont hâte que son énorme Excalibur terrasse les monstres équins et rende justice collante. Quelques jours plus tard, Kay est guérie et il prévoit d'examiner Illy, mais elle ne veut être examinée qu'avec la récompense de rencontrer Tazalia elle-même. Alors, ils vont chez Illy et voient ses plumes inertes sur le sol. Glenn examine Illy avec ses gros doigts musclés et elle commence à se tortiller et à gémir sous ses touchés, finissant presque par crier « Papa !» Glenn vérifie sa température en mettant sa main sous son aisselle tout en chatouillant ses seins. Et Saphantite le tire en arrière, lui disant d'être plus doux, tandis que Tazalia l'encourage à ne montrer aucune pitié envers Illy. Glenn conclut qu'Illy n'est pas malade et qu'elle mue simplement comme le ferait un oiseau normal. Mais Illy refuse son examen car elle n'a jamais perdu autant de plumes auparavant et traite Glenn d'idiot cactant. Elle l'attaque mais Tazalia l'arrête juste à temps et la remet à sa place. Alors Illy s'enfuit et Tazalia demande à Glenn de la laisser s'en occuper. Finalement, elle trouve Illy et lui parle, qui finit par dire à Tazalia qu'elle est sa fan numéro 1 et qu'elle souhaite se battre comme elle dans l'arène. Tazalia se sent insultée et la corrige en lui disant qu'elle ne fait pas que se battre et continue en disant à Illy que c'est aussi un spectacle d'élégance. Ensuite, elle attrape un bâton et défie Illy de montrer ses mouvements, lui disant qu'elle n'est qu'une bonne à rien pour avoir mal parlé de son mec médecin. Ensuite, Tazalia reçoit un traitement et raconte à Glenn ce qui s'est passé et comment elle a décidé de se battre pour l'honneur de Glenn. Saphantite soutient pleinement sa décision, disant qu'elle aurait dû enfoncer le bâton directement dans la boîte puante d'Illy. Wow, du calme Jamal. Glenn calme les deux filles fougueuses et leur dit qu'elles doivent faire quelque chose à propos d'Illy. Plus tard, pendant leur combat, Tazalia donne une fessée à Illy, lui disant qu'elle n'a pas ce qu'il faut pour être une combattante. Mais Illy refuse d'abandonner car elle sent qu'elle ne s'intègre pas avec les siens. Tazalia explique qu'Illy fuit toujours tout et qu'elle cherche probablement à fuir définitivement après le retour de ses plumes. Pendant ce temps, Glenn s'inquiète qu'elle puisse être kidnappée à nouveau. Tazalia donne à Glenn une des plumes d'Illy qui est tombée pendant le combat et Glenn remarque quelque chose dessus. Le lendemain, il rassemble des plumes de la même couleur que celle d'Illy et Tazalia dit à Glenn qu'elle souhaite qu'Illy trouve un endroit où elle appartient et qu'elle s'améliore. Soudain, Saphantite arrive avec des plumes au hasard, se précipitant vers Glenn par jalousie qu'il soit emporté par un âne comme Tazalia. Saphantite s'en va et Tazalia dit à Glenn qu'elle pourrait avoir des difficultés dans ce village car c'était un environnement horrible pour les serpents comme Saphantite et de lui donner un peu de son amour. Une harpie arrive pour les informer qu'Illy est parti. Pendant ce temps, Illy est perdue dans des pensées douloureuses après avoir été incapable de voler et de voir le monde d'en haut. Et depuis une branche d'arbre en hauteur, elle regarde en bas pour essayer de se forcer à voler. Elle regarde en bas avec peur et abandonne. Mais se souvient ensuite des paroles piquantes de Tazalia lui disant que même si elle peut voler, elle devra finalement atterrir. Et elle pense que Tazalia est plus profonde qu'elle ne le montre. Glenn et les filles la cherchent et Saphantite finit par trouver Illy en utilisant ses yeux de serpent et ils vont la chercher. Illy leur demande de la laisser tranquille et d'aller jouer avec Rox, mais ils refusent. Et voyant la situation désespérée, Glenn prend son courage à deux mains pour une fois et prend les choses en main. Il lui dit qu'il avait tort et lui montre que ses plumes changent. Pendant ce temps, Cétal sait déjà qu'Illy n'est pas malade et a envoyé Glenn quand même pour s'amuser, regardant son ancien élève courir comme un poulet sans tête. Glenn sourit et dit à la bimbo cactante qu'elle perd ses plumes parce qu'elle fait pousser des plumes d'adulte et qu'elle a du sang de phénix spécial dans ses veines. Illy n'en revient pas et Glenn lui dit qu'elle volera bientôt à nouveau avec des plumes qui rendront jaloux tous les oiseaux. Illy lève sa plume, heureuse de pouvoir voler à nouveau dans le futur. Et quelques jours plus tard, Illy montre à Glenn ses nouvelles plumes qui ressemblent à des parfums de glace artificielle. Glenn demande pourquoi elle ne voulait pas qu'il l'examine au début et Illy lui dit qu'elle ne peut pas le regarder en face après qu'il l'ait vu sortir un œuf entier de son fente.
Illy s'enfuit, passant devant Saphantite, qui est heureuse de la voir heureuse. Et Glenn se sent inutile dans cette mission, mais Saphantite lui assure que ses grandes mains musclées ont beaucoup fait pour Illy. Puis Illy s'envole, laissant tomber une plume que Glenn attrape, mais il sent que la plume est trop chaude à manipuler, et pense que c'est peut-être l'esprit du phénix en elle qui brûle encore. Glenn montre aux harpies assoiffées comment elles doivent brosser leurs plumes pour maintenir une bonne hygiène des plumes et rester propres. Il leur conseille également de ne pas brosser trop fort pour ne pas abîmer leurs plumes, tandis que la femme harpe qu'il brosse crie comme un oiseau en chaleur et les autres l'encerclent lorsqu'il demande un autre volontaire. Plus tard, alors qu'ils terminent leur travail de la journée avec Saphantite et discutent de tout ce qu'ils ont fait pour cet endroit et qu'ils devraient retourner à leur clinique avant qu'il ne neige, Illy entre couvert d'une substance blanche et collante que Glenn examine et déduit être une toile d'arachné qu'il crée pour se déplacer dans la forêt. Il lui dit que ça partira une fois qu'elle prendra son bain annuel d'eau chaude et lui conseille de se laver dans la source chaude. Mais quand elle lui propose de se mettre au naturel avec elle, il trouve une excuse et Saphantite lui demande d'effacer ce sourire avide de son visage suffisant. La fois suivante, quelques autres harpes os viennent le voir couverte de cette substance collante et commencent à se plaindre de combien c'est dégoûtant et a un goût horrible, comme si elles n'avaient jamais avalé quelque chose de collant. Glenn et Saphantite leur disent de se laver à l'eau chaude et sortent eux-mêmes pour chercher la cause du problème. Ils naviguent à travers la forêt et trouvent une piste de soie d'arachne qu'ils suivent. Et alors que Glenn couvre l'arachne de louanges, Saphantite lui dit de faire attention aux pièges qu'elles ont installés, ce à quoi Glenn répond qu'il ne se fera pas prendre dans un piège aussi stupide. Suite à cela, il est immédiatement pris dans un piège. « Rends-moi un service, s'il te plaît, va-t'en d'ici. » Sentant quelque chose dans le piège, une femme arachne plantureuse apparaît devant eux, et Saphantite la reconnaît comme Aranya, une vieille amie. Mais Aranya se présente à Glenn comme la meilleure amie de Saphantite. Saphantite raconte à Glenn comment elle s'est rapprochée d'Aranya en commandant sans cesse des vêtements chez elle, car elle est la principale couturière chez Loose Silk Sewing. Lorsque Glenn essaie de se présenter, Aranya lui dit que Saphantite lui a déjà tout raconté à son sujet, et qu'elle avait posé des pièges dans la forêt pour attraper en fait une harpe idiote avec des plumes de phénix qu'elle veut adopter pour son nouveau design. Glenn et Saphantite lui disent que les harpes vivent dans un village, et l'y emmènent où elle trouve Ilia à la poitrine plate, qui a les majestueuses plumes de phénix. Et Aranya lui saute dessus comme un lapin sauvage, et la supplie de la laisser examiner ses plumes. Illy active son spray au poivre intérieur et dit à Aranya de la laisser tranquille, puis s'enfuit alors qu'Aranya la poursuit en lui lançant des toiles. L'une d'elles recouvre accidentellement Tazalia, qui s'entraîne dans la forêt. Tazalia se précipite vers Glenn et Saphantite pour se plaindre de cela, appelant Aranya une dangereuse traînée, ce qui énerve Saphantite, qui appelle Aranya une amie. En entendant cela, Tazalia change de ton et dit qu'elle ne fait pas confiance à Aranya à cause de ses instincts féminins. Saphantite s'en va, laissant Tazalia commenter qu'elle a l'air très fatiguée, ce qui peut être dû à l'air froid. Mais Glenn lui dit que Saphantite est à sang-froid et qu'elle a travaillé très dur ces derniers jours, ce à quoi Tazalia lui dit de la laisser faire une pause et se détendre pour qu'elle puisse retrouver ses forces après avoir tant essayé d'impressionner son idiot de personne. Glenn dit à Saphantite qu'elle devrait prendre un jour de congé avec les centaures aux sources chaudes, et que c'était un cadeau de sa part. En entendant cela, elle accepte immédiatement. Le lendemain, Aranya passe et demande Saphantite, qui n'est pas là. Alors, elle dit à Glenn qu'elle se sent faible et fatiguée, ce qui pousse Glenn à prendre sa température et à vérifier sa gorge utilisée intensivement. Les deux semblent être étonnamment tout à fait normaux. Il lui dit qu'elle pourrait attraper un rhume et devrait éviter de rester trop longtemps dans le froid, ce à quoi elle rétorque qu'il devrait l'accompagner en promenade s'il est si inquiet. Glenn la suit timidement et elle cueille joyeusement des fleurs en chemin, ce qui indique à Glenn qu'elle n'est pas malade. Et alors qu'il se retourne pour rentrer, il est pris dans l'un des pièges qu'elle a tendus pour lui afin qu'elle puisse faire un peu de gymnastique de chambre avec lui. La principale raison pour laquelle elle veut le ravir est que Saphantite l'aime bien car elle n'admire pas vraiment Glenn mais a l'habitude de vouloir ce que les autres ont et elle veut partager Glenn avec Saphantite pour que leur lien devienne encore plus profond et solide. Juste au moment où Aranya est sur le point d'embrasser Glenn, Tissalia se précipite, coupe le piège avec une épée tout en attrapant Glenn, puis confronte Aranya à propos de ses intentions avides et de sa conception déformée de l'amitié. Aranya lui demande de ne pas s'en mêler, ce à quoi Tissalia répond que Glenn va la courtiser et prendre le nom de Scythia, donc elle ne peut pas le laisser entre ses mains, ce qui pousse Aranya à dire qu'elles sont toutes les deux joues du même vilain postérieur, car elles essaient d'utiliser Glenn à leur propre fin.
Cela énerve Thysalia qui lui dit qu'elle n'est rien comme elle et qu'elle aime vraiment Glenn. Mais Aronia utilise sa logique compliquée pour lui affirmer qu'elle pense seulement aimer Glenn parce qu'elle voit en lui le candidat parfait pour son entreprise. En entendant cela, Thysalia s'emporte et attaque Aronia, qui esquive. Et alors qu'elle commence à s'attaquer à nouveau, Saphantite intervient pour protéger Glenn et les arrête en disant que Glenn n'a pas de temps pour l'amour ou la cour. Elle serre Glenn si fort dans le processus qu'il s'évanouit. Et de retour à la maison, elle lui présente furieusement ses excuses tout en noyant son chagrin dans l'alcool, avant de soudainement lui avouer ses vrais sentiments et de lui dire qu'elle l'aime. Cela active leur mécanisme de honte alors qu'elle continue en disant comment un rival apparaît après l'autre pour le lui voler et comment Thysalia est en fait sincère à son sujet, ce qui lui fait peur de le perdre. Glenn exprime son désir de ne partager une telle boisson qu'avec elle, ce qui la fait rougir comme une tomate. Il voit Taléphée s'enfuir, suivi d'un bruit sourd, ce qui les pousse à sortir pour voir le chef des harpies et d'autres harpies rassemblées dehors, disant que cela pourrait être causé par la rage d'un géant. Le chef leur raconte ensuite comment des géants appelés Gigas couraient autrefois en détruisant des choses avant d'être condamnés par les dieux à vivre dans les montagnes. Mais il y a 300 ans, lorsque son peuple avare n'a pas offert de sacrifice, l'un des géants a failli détruire leur village. Et maintenant, un autre géant semble se diriger vers le village. Alors que tout le monde se rassemble à l'extérieur du village dans l'attente du géant, qui selon les rapports est à proximité, certains des villageois chétifs paniquent parce qu'ils ne peuvent pas s'envoler comme les autres harpes. À ce moment-là, Thysalia prend le contrôle de la situation et commence à donner des ordres à tout le monde sur la façon de gérer le problème. Elle dit aux harpes qui peuvent voler de se diriger vers le Lindworm, elle dit à Illy d'aller demander de l'aide car les gens la reconnaissent grâce à ses plumes de phénix. Et enfin, elle dit à ceux qui ne peuvent pas voler de se rendre à la ville par les montagnes, car son carrosse ne peut pas tous les transporter. Elle demande à Aronia d'aider à emballer les affaires des gens et dit à Glenn d'accompagner ceux qui voyagent à pied et de s'occuper d'eux. Aronia aide les idiots à transporter leurs affaires tandis que Glenn et Saphantite rangent leurs cliniques et leurs médicaments, Saphantite pleurant qu'il sera difficile d'affronter le géant Giga si la situation dégénère. Ils se demandent tous les deux où est passée la plantureuse Thysalia alors que Thysalia marche vers le géant pour l'affronter seule afin que les autres puissent s'échapper parce qu'elle sait que tout le monde ne pourra pas s'échapper à temps et elle ressent que c'est sa responsabilité en tant que leader de prendre les armes contre le géant pour protéger tous les autres. Soudain elle trouve la queue laide de Saphantite lancée vers elle et se protège avec la lance tout en étant surprise. Elle demande à Saphantite pourquoi elle l'a suivie, à quoi elle répond qu'elle ne peut pas laisser Thysalia faire cela seule, tout en lui disant que son bas faible avait froid, c'est pourquoi elle porte des vêtements en laine. Alors qu'elles débattent de la manière dont elles vont avancer, Saphantite dit à Thysalia qu'elle veut l'accompagner, à quoi elle l'avertit du danger d'être envoyée dans une autre dimension. Glenn apparaît également par derrière et félicite Thysalia pour son altruisme, mais annonce son intention de rester à ses côtés au lieu d'aller en sécurité avec les villageois comme elle le voulait. Thysalia demande à Saphantite d'emmener Glenn en sécurité, mais elle lui dit que Glenn est encore plus têtu qu'elle, ce qui la pousse à accepter leur aide. Glenn propose une idée pour dissuader les géants d'attaquer le village tandis que Saphantite propose d'utiliser son poignard empoisonné pour ralentir le géant afin que Thysalia puisse finalement l'attaquer pour le faire tomber. Alors qu'ils parlent, ils entendent les pas du géant se rapprocher et se dirigent vers lui, Saphantite éternuant en chemin. Soudain les arbres sont secoués et le géant apparaît derrière eux. Le géant s'avère en fait être une femme aux cheveux verts avec les plus gros melons qu'ils aient jamais vus. Et alors que Glenn avance pour lui parler et lui dire que tout le monde au village a peur de sa venue, elle éternue, projetant Glenn dans le buste de Saphantite, tandis qu'une énorme masse de mucus passe juste à côté d'eux. Le géant leur dit alors qu'elle a entendu parler d'un médecin dans le village. Et comme elle est malade, elle veut qu'un médecin l'examine, ce qui est sa raison de descendre. Illy atterrit dans la ville et alors qu'elle avertit le chef du géant, elle sourit et lui dit que le nom du géant est Dione et qu'elle ne fera de mal à personne. Le lendemain, tout le monde revient et est heureux de voir que Dione passe son examen, aidant même à construire une énorme plateforme pour que Glenn puisse l'examiner correctement. Glenn effectue un examen approfondi et lui demande de tirer sa langue de la taille d'une calèche. Après cela, il conclut qu'elle a une grippe ainsi qu'une fièvre. Il lui demande quand elle a commencé à se sentir malade, ce à quoi elle répond que c'était il y a environ 10 ans lorsque Skadi lui a rendu visite.
Elle pensait que cela passerait avec du repos, mais ce n'était pas le cas, alors elle est venue ici. À ce moment-là, Glenn la rassure en lui disant qu'il va préparer le médicament pour elle. En disant cela, il trébuche accidentellement mais tombe sur les énormes melons de Dione qui le protègent, et il commence à les toucher en s'exclamant à quel point ils sont doux lorsqu'ils commencent à tomber dans son énorme décolleté. Elle essaie de le tirer, mais il tombe à nouveau et se retrouve coincé dans son décolleté, ce qui la surprend et lui procure un plaisir sensoriel. Plus tard, Dione prend son médicament entouré de toutes les harpes. Quand Illy lui demande où elle traîne, elle répond qu'elle est au sommet de la montagne, ce qui explique pourquoi cela lui a pris si longtemps, car elle devait aussi éviter d'écraser des animaux stupides. Le doyen du village s'excuse auprès de Glenn et Saphantite, disant qu'il n'avait aucune idée que Dione serait si gentille et que l'histoire vieille de 300 ans n'était après tout qu'une misérable histoire. Glenn et Saphantite appellent Toronia et lui demandent de faire des vêtements pour la déesse géante, ce qu'elle accepte volontiers. Et au fur et à mesure que le tissu brut arrive, elle lui fait un chapeau, un tablier et des chaussures pour qu'elle ne prenne pas froid à nouveau. Les centaures lui coiffent les cheveux et Glenn demande à Dione de rester au village pour guérir complètement, car ils vont maintenant retourner à Lindworm pour rouvrir leur clinique. Une fois chez eux, Illy leur remet un message du conseil central et ils apprennent qu'elle travaille pour la compagnie de Tazalia en tant qu'agent de transport aérien, ce qui ravit Glenn et il demande à Tazalia de dîner avec lui. Au dîner, il la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour eux et pour son courage pendant la crise, ce qu'elle accepte volontiers, mais elle est quelque peu confuse quant à la façon dont le géant voulait seulement que Glenn répande ses melons. Tazalia réprimande Saphantite pour avoir espionné leur rendez-vous, mais Saphantite la félicite pour sa bravoure, disant que puisque Tazalia est si charmante, elle ne peut pas laisser Glenn tomber amoureux d'elle. Cela amuse Tazalia qui lui demande d'admettre sa défaite, mais elle n'a pas l'intention de le faire même si Glenn remarque qu'elles s'entendent de mieux. Le lendemain, Glenn et Saphantite sont invités à la cérémonie de commémoration des voies navigables de Marrow, pour laquelle ils remercient Kunai et Skadi à la poitrine de fer, tandis que Skadi le remercie également pour son service. Il entend Lula crier son nom et voit Aranya là aussi, lorsque Kunai explique qu'elle est là pour concevoir des costumes pour les sirènes chantant à la cérémonie. Plus tard, lors du discours, Skadi dit à tout le monde qu'elle a nommé la ville Lindworm d'après un dragon qui est son ancêtre, et elle croit qu'il protégerait la ville et non parce qu'elle veut prendre le contrôle de la ville. Alors qu'elle s'apprête à en dire plus, elle tombe sur la scène et Kunai crie son nom. Glenn et Saphantite marchent dans les couloirs de l'hôpital central, tout en discutant du cas de Skadi à la poitrine plate, car personne ne veut leur donner d'informations sur son état ou son passé, malgré le fait qu'ils soient les premiers sur les lieux. Le médecin principal de Lady Skadi est Setule, leur vieille mentor sorcière. Alors, ils vont voir Lady Situlet qui s'accroche immédiatement à Glenn avec ses tentacules, ce qui énerve Saphantite, qui la traite de mentor raté, à quoi elle rétorque en appelant Saphantite une haineuse certifiée avec des sentiments. Emotional, damn it! Elles s'affrontent toutes les deux avec leurs tentacules et leurs queues respectivement. Et Saphantite lui dit que malgré son âge, elle n'a pas cessé de séduire les jeunes hommes. Elle se calme cependant alors qu'elle commence à discuter du cas de Lady Skadi. Et bien que Satule ne puisse pas leur donner les détails de sa maladie, elle leur dit que c'est une maladie très grave qui provoque une chute brutale de sa tension artérielle et pourrait entraîner une insuffisance cardiaque si elle n'est pas traitée. Elle explique aussi que cette maladie est extrêmement rare et que si elle était arrivée à quelqu'un d'autre, cette personne serait morte. Mais comme Skadi est un dragon, elle a survécu mais en souffre aussi. Et c'est un miracle qu'elle ne se soit pas effondrée en public comme une faible auparavant. Elle remercie Glenn et Saphantite pour leur aide rapide qui lui a permis de traiter Skadi et de la stabiliser et que cette fois ce n'était qu'une chute de tension qui a été facilement traitée. Elle leur demande de partir, mais murmure autre chose sous son souffle que Glenn est désireux de connaître, alors elle leur dit que l'hôte, Skadi, n'a aucun intérêt à se faire soigner ou à aller mieux, ce qui est assez difficile car elle ne peut pas traiter un patient qui ne veut pas guérir. Glenn essaie d'obtenir plus d'informations, mais elle leur dit de déguerpir, ce qu'ils font. À la clinique, alors que Glenn recoude Kunai, il lui demande des nouvelles de Skadi, et elle lui dit aussi que l'idiote n'accepte pas le traitement et ne sera pas admise à l'hôpital non plus, avec la têtue Seatule qui ne traite pas non plus un patient récalcitrant. Cependant, Kunai leur dit qu'elle veut que Glenn traite Skadi, même si cela signifie défier ses propres souhaits. Bien qu'ils doivent passer outre Situle, il ne s'inquiète pas à son sujet, car il pense qu'elle ne serait pas trop pointilleuse pour de telles choses. Il accepte, et Kunai leur parle de son plan pour le faire entrer en douce dans la chambre de Lady Skadi, où il pourrait l'examiner sans causer d'alarme ni de suspicion. Elle sera également entièrement naturelle là-bas, ce qui rendrait l'examen plus facile.
Cela alarme Saphantite, car pour elle, Skadi ressemble à une fille plate et est la représentante, mais Glenn la rassure en lui disant que son moi assoiffé a déjà rendu visite à des patients chez eux, donc cela ne posera pas de problème. Kunai les emmène avec elle dans la chambre de Skadi, où elle ne laisse entrer que Glenn, ce à quoi Saphantite proteste, car elle veut accompagner son gars. Dès que Glenn entre dans la pièce, Kunai et Saphantite collent leurs oreilles à la porte pour pouvoir intervenir rapidement si quelque chose de mauvais se produit. Glenn trouve Skadi debout près de la fenêtre de la pièce et elle lui fait signe d'avancer et lui demande pourquoi il est là. Il lui raconte tout et comment il est là pour l'examiner, ce qui la pousse à penser à gronder Kunai. Mais voyant son engagement envers sa profession, elle lui permet de l'examiner. Elle ouvre ses rideaux et dévoile ses seins qui sont éclipsés par la vilaine tumeur bleue, ce qui choque même Glenn, qui se souvient des mots de Siatul-Hi sur sa rareté. C'est une tumeur maligne qui a envahi le système veineux du corps et déforme l'apport sanguin du corps, provoquant des complications de la pression artérielle, avec une pression accrue sur le cœur. Glenn dit que c'est comme si elle avait deux cœurs. Son corps est sous beaucoup de pression, tandis que Skadi commence à pleurer pour attirer l'attention en disant qu'elle récolte ce qu'elle a semé, car les dragons n'auraient jamais dû venir dans ce monde, leur place étant près des dieux. Mais ils sont descendus et l'environnement terrestre a changé leur forme physique. Certains ont perdu leurs membres et leurs ailes pour devenir des vers. Tandis que d'autres, comme elle, ont atteint une forme mi-humanoïde, ne pouvant jamais revenir à leur forme de dragon laide non plus. Elle lui dit que la tumeur contient probablement tout le sang versé et les impuretés de la guerre, c'est pourquoi elle ne cherchera pas de traitement. Mais Glenn n'est pas découragé et continue l'examen en palpant la tumeur, même si le stimulateur de honte de Skadi est activé. Glenn continue de la toucher et passe à l'examen des écailles de son épaule avant de se placer derrière elle pour en frotter une de sa queue comme s'il lui faisait une faveur, ce qui la fait frissonner comme si elle s'amusait beaucoup. Elle lui dit d'y aller doucement, mais il se dirige vers la base de sa queue, puis vers les ailes, qui sont toutes deux des zones très sensibles, la faisant couiner et crier comme une chatte en chaleur. En entendant les sons, Kuni et Saphantite se précipitent avec des yeux injectés de sang sur Glenn. Kuni dit à Glenn qu'elle va lui couper la tête par pitié, et Saphantite ajoute que ses infidélités pourraient enfin cesser. Mais Skadi arrête Kuni en lui disant qu'elle va bien et que l'examen est terminé. Glenn et Saphantite vont ensuite voir Seytulhe, toujours aussi plantureuse, et lui demandent de l'aide pour la chirurgie, car après avoir retiré la tumeur, ils devront reconnecter les nombreuses veines au cœur en même temps. Et étant donné ses multiples bras et tentacules, ce serait très utile si elle participait. Seytulhe, la fille, les rejette en disant que puisqu'il l'a examinée, il peut aussi la traiter. Mais Glenn reste persistant à vouloir son aide, à quoi elle répond que la chirurgie n'est pas possible à ce stade parce que Skadi ne sera pas d'accord, ce que Glenn dit qu'il va régler. À ce moment-là, Seytulhe libère ses tentacules en forme de saucisse et attrape Saphantite ainsi que Glenn, caressant seulement Glenn. Mais Saphantite devient le sujet de sa curiosité sensuelle, ce qui entraîne une giclée pulsante de fluides amusants pour elle, laissant sa queue battre autour. Seytulhe dit alors à Glenn qu'il n'y a toujours pas assez de mains disponibles pour la procédure, et que personne à l'hôpital ne peut égaler ses compétences. Alors Glenn suggère Aronia, mais elle refuse quand il lui demande, malgré le fait que Glenn lui dise qu'il la guidera à travers tout. Ce n'est que lorsque Saphantite lui dit qu'elle portera des vêtements assortis aux siens, et restera avec elle que la méchante Aronia accepte enfin avec beaucoup de passion. En marchant, Saphantite soutient qu'Aronia allait accepter dès le début, mais qu'elle faisait semblant, donc ils doivent se méfier de ses intentions cachées. Mais Glenn est juste content qu'elle ait rejoint l'équipe et qu'il puisse maintenant planifier et réaliser la chirurgie après avoir convaincu Skadi. Kuni entre dans la chambre de Skadi et lui demande de considérer l'opération étant donné que Seytulhe et Glenn y participeront tous les deux, mais elle refuse timidement en disant que c'est son destin maintenant. Glenn rend visite à Mime à l'atelier des Cyclopes et elle est d'abord secouée de le voir, mais commence ensuite à se plaindre de la douleur de travailler là-bas avec des épaules raides, des cernes sous les yeux et du fait qu'elle continue de se cogner contre des gens et des choses encore et encore. Glenn lui dit que cela est dû à un manque de perception de la profondeur commun aux Cyclopes idiots, et qu'il est en fait là pour voir le patron à qui il veut demander de lui fabriquer quelque chose de spécial. Mime heurte un autre cyclope avant de se cogner contre un tas de bois, déchirant son pantalon et exposant ses fesses. Cela la rend folle et elle gifle Glenn qui semble en avoir assez d'elle à ce stade. Ils vont voir le patron et Glenn lui explique la situation, disant qu'il a besoin qu'il fabrique les outils pour la chirurgie de Lady Skadi et tout cela dans un délai d'1 mois au plus tard.
Le patron lui dit que tout peut être fait avec beaucoup d'argent et d'efforts, mais qu'il ne peut pas promettre des aiguilles capables de percer des écailles de dragon. Glenn lui dit que l'hôpital central paiera la facture, et le patron dit à Mime de fabriquer les aiguilles, à quoi elle commence à jacasser sur le fait qu'elle sera blâmée si la chirurgie échoue. Mais il lui ferme sa stupide bouche et lui dit de se mettre au travail. De retour à la clinique, Aronia travaille sur le corps de Kuni pour pratiquer sa technique de suture et la perfectionner sous la direction et l'aide de Glenn. Jusqu'à présent, elle a fait du bon travail, bien que Kuni préfère toujours le derrière chétif de Glenn pour le travail. Kuni dit aussi à Glenn que Scatty n'a toujours pas accepté la chirurgie et refuse toute intervention de quelque sorte que ce soit, car elle est déterminée à mourir maintenant que son travail est terminé. Après la guerre, Scatty voulait construire une ville paisible, ce qu'elle a fait. Et maintenant, Lindworm est l'une des plus grandes villes du continent avec une énorme population où tout le monde vit ensemble, ce qui était son rêve. Et maintenant que c'est fait, Scatty a l'impression que son existence n'a plus d'importance. Glenn dit à Kunai qu'ils essaieront encore et encore jusqu'à ce qu'elle change d'avis, ce à quoi Aranya répond que répéter les mêmes choses rendra le problème encore plus complexe, comme enrouler beaucoup de fils autour de quelque chose ou tirer à blanc. Et elle conseille à Glenn de l'aborder par derrière. What do you mean by that? Quelque chose qu'il maîtrise parfaitement, étant donné son succès à faire rougir Sapientite si rapidement. En disant cela, elle s'enfuit avec Sapientite à sa poursuite. Et il se lamente de rire aux éclats à ce sujet, ce que Kunai, recousu, ne trouve pas amusant. Glenn va avec Citalhi à l'atelier pour vérifier les instruments qu'ils ont fabriqués jusqu'à présent. Et pendant qu'ils attendent, Citalhi mord son tentacule comme si elle s'entraînait pour la chambre, ce qui pousse Glenn à l'arrêter. Mais à la place, elle lui propose un peu pour relâcher son anxiété. Le patron sort les instruments prototypes pour qu'il les examine, et Citalhi prend le scalpel pour le tester, procédant à couper un morceau de son propre tentacule laid pour tester son efficacité. Elle dit au patron de le produire en masse d'un ton autoritaire, ce qui, avec les instruments chirurgicaux, rappelle à Glenn son temps d'apprentissage de la chirurgie sous sa supervision. Et il se souvient à quel point elle était dure avec eux. À ce moment-là, Citalhi lui demande à quoi il pense, et en le lui disant, elle répond qu'elle serait encore dure avec lui. Yeah, boy. La fabrication d'aiguilles à laquelle Mime fait allusion est la seule chose non approuvée car elle essaie encore de trouver la version parfaite. Et Glenn dit même au patron qu'il aimerait que Mime continue à fabriquer l'aiguille. Il y arrive en volant à la fenêtre de la clinique pour trouver Glenn pour une urgence médicale à l'atelier où il se précipite pour découvrir que Mime s'est effondré. Le patron et d'autres cyclopes assoiffés s'inquiètent pour elle, alors Glenn réveille son gremlin de la soif et coupe son tube pour exposer ses melons afin qu'elle puisse respirer confortablement. Il leur demande ensuite de la transporter sur la civière jusqu'à la clinique car elle s'est probablement évanouie à cause de la chaleur dans l'atelier où elle travaillait dur pour fabriquer les aiguilles. Alors que Mime est transportée à la clinique, elle se souvient de son désir d'être artisan et de créer des choses utiles dont les autres pourraient bénéficier. Elle aperçoit également la première fois qu'elle a vu Scatty à la poitrine plate, qui a offert au Cyclope, qui auparavant ne fabriquait que des armes, une chance de se racheter en fabriquant des instruments chirurgicaux pour l'hôpital central, ceux qui utiliseraient toujours leurs compétences en fabrication d'armes. Mais au lieu de prendre des vies, cela les sauverait. Mime se réveille pour découvrir que son haut est coupé et rougi comme un navet, ce à quoi Glenn promet de le lui rembourser. Mais elle dit que le problème est qu'il a maintenant vu ses melons ainsi que son protecteur de viande, ce qui énerve Sapientite qui confronte Glenn à ce sujet. Aronia fabrique un haut pour Mime, ce qui la réconforte, mais elle laisse échapper qu'elle peut lui faire plus de tenue Lolita gothique. Glenn explique que Mime n'a pas de maladie particulière, mais qu'elle a juste un peu bu, car les cyclopes ont une ouïe très fine pour compenser leur mauvaise vue. Elle a dû fixer quelque chose qui tournait trop, surstimulant ainsi ses canaux semi-circulaires, ce qui lui a fait perdre l'équilibre et tomber, ce à quoi Mime dit que pendant qu'elle fabriquait des aiguilles, elle regardait cette machine qui tournait, ce qui a dû la rendre folle. Glenn demande à Sapientite de préparer un remède à base de plantes pour Mime afin qu'elle se sente mieux. Et ils la ramènent tous à l'atelier où elle s'excuse auprès du patron. Et le patron s'excuse auprès de Glenn en disant qu'il produira personnellement les aiguilles. Mais Glenn lui dit que Mime a tout compris. Mime commence à leur expliquer comment elle a découvert une nouvelle façon de fabriquer des fils de fer qui peuvent être transformés en aiguilles utilisées pour les sutures. Et bien qu'ils soient nécessaires en grande quantité, ils feront l'affaire. Mime travaille dur tout en expliquant et après les tests par Aronia, ils la complimentent tous sur son excellent travail, ce qui la rend encore plus chancelante. Glenn leur dit qu'après l'approbation de Citalhi,
il lui demandera de les produire en masse. Et juste au moment où il s'apprête à partir, Mime lui demande à propos de son sourcil idiot qui est incliné. Mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car son œil va très bien. Mais elle l'appelle un gobelin assoiffé et s'enfuit. La réunion du conseil de Lindworm, qui se tient dans la grande salle, se termine alors que l'annonceur l'annonce. La réunion est présidée par Scatty, qui a été prié par Kunai de prendre congé, et alors qu'ils s'apprêtent à partir, Scatty aperçoit le visage suffisant de Glenn lui souriant, et lorsqu'elle lui demande s'il va un jour abandonner l'idée de la faire subir l'opération, il répond qu'il n'arrêtera à aucun prix. Glenn enseigne à Aronia des techniques de suture et elle commence à montrer des progrès en les réalisant, alors il la complimente, ce à quoi elle répond en le qualifiant de bon professeur. Saphantite, remarquant tout cela, applaudit avec une énergie grinçante en voyant Aronia se rapprocher de Glenn et crée une distraction en lui disant que les dossiers médicaux ne sont pas bien rangés. Il lui dit qu'il se souvient de les avoir rangés, mais elle rejette cela et lui rappelle son engagement à l'hôpital central, ce qui lui fait se souvenir qu'il doit aussi aller à l'atelier. Alors, il part et quand Saphantite lui demande pour le dîner, il lui dit qu'il sera en retard et qu'il mangera dehors, donc ils peuvent dîner sans lui. Aronia tente un affrontement avec Saphantite et lui dit que, à moins de dire à un homme qu'elle veut être avec lui, les hommes ne comprennent jamais vraiment, ce à quoi Saphantite répond que lorsqu'elle a quitté la maison de Glenn, elle ne pensait pas le revoir. Mais finalement, ils se sont rencontrés à l'académie et sont ensemble depuis, ce qui a guéri son syndrome de personnage secondaire. Et que quoi qu'il arrive maintenant, elle peut toujours espérer que Glenn revienne vers elle. Plus tard, lors d'une soirée entre filles, Saphantite et Aronia boivent comme des vrais addicts, tandis que Tazalia ne boit que du jus, car elle ne boit pas d'alcool. Aronia demande à Saphantite pourquoi Tazalia est même là, à quoi elle répond que c'est une soirée entre filles, donc elles sont toutes invitées. Après quoi, Aronia la critique pour ne pas boire dans un pub, mais Tazalia la rabroue. Ensuite, ils commencent à discuter de l'anesthésie pour Scatty, car l'anesthésie normale pourrait ne pas fonctionner et une chirurgie n'a jamais été tentée sur un dragon auparavant. Alors Tazalia, grâce aux connexions de son entreprise, a procuré de l'alcool de l'Extrême-Orient, qui est le pays des hommes. Ce type particulier d'alcool, appelé Jinso, est réputé assez fort pour être inclus comme ingrédient pour anesthésier un dragon. Tazalia demande à Aronia ce que l'amour signifie pour elle, parce qu'elle avait dit à Tazalia que son amour pour Glenn n'est pas réel. À quoi elle répond que pour elle, l'amour est subjectif et qu'elle aime être une attention haut, que ce soit avec un garçon ou une fille. Plus tard dans la nuit, Saphantite surprend Aronia en train de voler une chose précieuse qu'elle avait offerte à Glenn et elle se moque d'Aronia pour avoir perdu son accent et même oublié de lui tendre des pièges. Aronia est déconcertée et elle jette l'objet en sautant par la fenêtre, où elle est immédiatement repérée par Tazalia qui l'attendait. Elle abandonne et est ramenée à la maison où ils en discutent. Saphantite dit à Aronia que, puisqu'elle a été stressée et a beaucoup travaillé, il savait que sa routine alimentée par le chaos pourrait se manifester. À l'intérieur, Saphantite et Tazalia lui parlent de la façon dont elle a testé Saphantite dans le village en essayant d'éloigner Glenn. Il la traite de lâche pour essayer de tester chaque relation qu'elle a. Et le fait qu'elle puisse se lier à n'importe qui en peu de temps signifie qu'elle est creuse et collante sans prétendant. Ils lui disent que si elle veut vraiment être amie avec eux et leur faire confiance, elle doit arrêter de dire des choses gentilles et commencer à y croire vraiment. Cela fait pleurer Aronia et elle s'effondre. Plus tard, elle leur dit qu'elle a fait cela pour tester Glenn aussi, car aucun d'eux ne le comprend complètement, puisqu'il lui enseigne tout de manière si gentille, avec un sourire toujours sur son visage, malgré tout ce qu'elle lui a fait. Elle dit qu'il passe tout sous silence et pardonne tout et qu'il est un garçon faible, ce sur quoi ils sont tous d'accord, mais ils sont confus quant à la raison pour laquelle Aronia ne lui fait toujours pas confiance. Aronia leur dit qu'à la différence d'eux, elle ne fait confiance à personne parce qu'elle aime flirter avec l'énergie de la fraude. À ce moment-là, Saphantite lui dit qu'ils vont lui faire passer un petit examen. Elle demande à Aronia si elle pense à Glenn avant de s'endormir, si sa poitrine se serre et son visage rougit près de lui et si elle veut l'attacher. À toutes ces questions, Aronia répond par l'affirmative, ce qui fait sourire Saphantite et Tazalia qui lui donnent le diagnostic. Elle est follement amoureuse de Glenn et elles le savent parce qu'elles sont passées par là aussi. Glenn va rencontrer Scatty et elle lui demande à nouveau s'il va un jour renoncer à sa chirurgie et il répond non. Elle demande ensuite à Kunai de la soulever, mais comme elle n'est pas là, Glenn voit sa chance de s'accrocher à elle et la soulève à la place pour qu'elle puisse voir toute la ville. Elle explique que la raison pour laquelle elle refuse l'opération est qu'elle a construit cette ville sur une longue période de 10 ans pour que Lindworm n'aille pas en guerre, car elle avait vu 100 ans de guerre et en était fatiguée.
Elle dit qu'elle est tombée des cieux pour arrêter la guerre entre les monstres et les humains, ce qui a abouti à cette belle ville. Et maintenant que son rêve est accompli, elle ne pense pas que partir soit une si mauvaise idée. Glenn, cependant, lui dit qu'elle devrait continuer à vivre pour profiter de la vie et veiller sur la ville qu'elle a construite et savourer quelques douceurs pendant qu'elle y est. Elle se souvient qu'une confiserie a ouvert près des nouveaux canaux et demande à Glenn ce qu'elle pourrait faire d'autre de sa vie. Et il lui dit qu'elle pourrait acheter des bijoux et se déguiser, deux idées qui lui plaisent. Il lui dit aussi que les filles s'intéressent aux relations avec des étincelles. À ce moment-là, elle lui demande de la poser et dit à Glenn qu'elle subira l'opération sous ses soins. Plus tard, Glenn, Cétalie, Saphontyte et Aronia se préparent pour la chirurgie sous la direction de Cétalie qui commence par demander des nouvelles de l'anesthésie qui fonctionne parfaitement. Elle commence ensuite la chirurgie en faisant une incision près de la tumeur qui s'illumine en bleu. Et elle éduque les autres sur l'anatomie d'un dragon en expliquant que Skadi était un dragon de feu, donc ses organes sont protégés par des minéraux qui circulent dans son sang, le rendant bleu. Et alors qu'il continue la chirurgie, sa poitrine s'illumine comme un radiateur brûlant et sa pression sanguine monte en flèche à cause de ses instincts qui prennent le dessus pour la protéger, se préparant à cracher du feu, augmentant ainsi sa température corporelle. Cétalie utilise ses tentacules pour tenir la tumeur, qui brûle maintenant avec ses tentacules, et elle demande fermement à Glenn d'arrêter d'être un lâche et de retirer la tumeur gênante, ce qu'il s'apprête à faire, tandis que les habitants de la ville tiennent des veillées et prient pour que Skadi ait une opération réussie. Une grande foule se rassemble autour du pont où Skadi à la poitrine plate se tient pour s'adresser aux habitants de Lindworm après sa chirurgie réussie. Tout le monde attend anxieusement qu'elle parle alors qu'elle s'avance, et pour la première fois en public, enlève son écharpe pour révéler son visage idiot et parle de sa propre voix au lieu d'utiliser kunai comme outil. Elle remercie les gens pour leur soutien continu et leurs vœux tout au long de cette épreuve et promet d'accomplir ses devoirs avec encore plus de vigueur et de zèle. Elle demande ensuite à Kunai des nouvelles de Glenn qui lui dit qu'il est à la clinique avec Saphontyte qui ne se sent pas bien. En entendant cela, Skadi décide de rendre visite à Glenn elle-même car c'est ce qu'elle veut vraiment faire. À la clinique, Glenn dit à Saphontyte qu'il est rare que son gros derrière tombe malade. Mais il l'a beaucoup poussé pendant l'opération de Skadi, ce qui a pu contribuer à la maladie. Il lui demande si elle aimerait un peu de vin chaud pour se sentir mieux, ce qui la rend heureuse, mais quelque chose la gêne dans la bouche, la faisant parler avec des mots étouffés, comme si elle venait d'avaler une charge. Glenn lui demande d'ouvrir la bouche pour qu'il puisse regarder, et après quelques encouragements, elle le fait et Glenn frotte son doigt autour de sa bouche tandis qu'elle grogne comme un cochon et serre les draps plus fort. Puis Glenn tire sa langue et trouve une bosse dessus, ce qui cause toute la douleur, alors il utilise du miel sur la zone enflammée pour ses propriétés antibactériennes. Lorsqu'il termine, Saphontyte se plaint que cela a pris trop de temps et que sa bouche est fatiguée comme si elle venait de sucer une saucisse à sec et que sa bouche laide était trop proche de la sienne. En entendant cela, Glenn s'en va pour répondre à son appel à domicile, mais promet de dîner avec elle. Alors que Glenn sort, il voit Skadi et Kunai debout à côté de leur calèche, qui semble avoir perdu une roue pendant le voyage. Il leur dit bonjour en réponse, ce à quoi Skadi se jette joyeusement sur lui, et l'embrasse en l'appelant grand frère, ce qui rend son bas inconfortable de manière gênante, incitant l'envie de Kunai à se manifester automatiquement alors qu'elle la tire en arrière et se plaint qu'elle devrait l'embrasser si elle le souhaite. Cependant, Skadi rétorque que c'est Glenn qui l'a guérie, donc elle veut naturellement l'embrasser. À ce moment-là, elle ouvre les boutons de sa chemise et dévoile sa poitrine pour que tout le monde voie et demande à Glenn s'il est excité par cela, ce à quoi il répond par un non retentissant, mais il boutonne la chemise de Skadi à sa demande. Elle lui demande de jouer et de passer du temps avec elle, mais il refuse en invoquant ses engagements professionnels envers ses patients, ce que Kunai soutient également. Glenn lui dit qu'ils le feront une autre fois et Skadi dit à Kunai qu'il devrait bientôt rentrer, mais la Kunai brisée regarde la calèche cassée et lui dit d'attendre. Mime passe par là et dit bonjour à Glenn qui la dirige vers la calèche et elle dit qu'elle peut la réparer avec ses outils et elle le fait en un rien de temps. Glenn dit à Skadi que c'est Mimé qui s'est épuisé à fabriquer les aiguilles à coudre pour sa chirurgie, ce qui pousse Skadi à prendre la main de Mimé et à la remercier pour son aide. Mais Mimé, comme toujours, commence à rougir comme une betterave et à faire le clown pour se sentir à l'aise, ce qui amène Skadi à demander à Kunai de donner à Mimé et Glenn le cadeau qui est un énorme tonneau de vin. Glenn pense que Saphontyte l'aimera et Mime sait que son patron et ses collègues l'adoreront. Mais Glenn part en courant pour répondre à l'appel de l'enfer et laisse Mime s'occuper du vin, et elle reste là à pleurer comme une opportuniste.
Aronia change Saphantite en la déshabillant et en étanchant d'abord sa soif, puis en l'habillant plus tard, ce à quoi Saphantite lui dit qu'elle pourrait le faire elle-même aussi, mais Aronia veut juste aider alors que Saphantite remarque également sa nouvelle dévotion. Au village, Dione aide les villageois en retirant une pierre du chemin de la rivière, ouvrant ainsi le flux d'eau pour eux. Ils montrent leur gratitude en lui offrant une partie de leur récolte inutile, et Illy les remercie, mais est choqué lorsque Dione sort son propre cadeau, qui est une quantité incroyable de nourriture qu'elle a trouvée dans les montagnes. Glenn revient pour trouver Mamie assise à côté des barils comme la serveuse qu'elle est, qui commence immédiatement à se plaindre en boucle. Mais Glenn lui dit qu'il a résolu le problème de transport lorsque Tazalia et 2 autres centaures arrivent pour transporter le vin pour eux. L'un d'eux ramène la stupide Mime chez elle, tandis que Glenn voyage avec Tazalia et l'autre fille qui lui disent qu'il va faire partie de la famille car Tazalia veut l'épouser, quelque chose dont Glenn ne veut pas, mais Tazalia lui dit de ne pas s'inquiéter pour Saphantite. De retour à la clinique, Saphantite s'inquiète que Glenn ne soit pas revenu à temps, mais Aronia lui dit de se calmer, sinon elle tombera malade à nouveau. Elle envisage que, étant populaire, Glenn pourrait avoir un examen romantique avec Loulala ou une séance de gymnastique torride avec Cétali, mais Saphantite les rejette. Illy, à la poitrine plate, arrive en volant pour leur apporter de la nourriture des villageois et de Dione, tandis que Glenn revient également avec beaucoup de nourriture et de vin, les citant comme des cadeaux de personnes qu'il a rencontrées en chemin. Skadi et Kunai arrivent également avec un cadeau de boulettes de dragon pour Glenn, et quand Aronia demande ce qu'ils vont faire de tout cela, Glenn et Saphantite décident d'organiser une grande fête pour tous leurs amis, y compris les cyclopes qui mangent le plus, et remercient Mime pour ses efforts. Aronia s'exclame que cela doit être difficile de tomber amoureuse de quelqu'un d'aussi populaire que Glenn avec tant de concurrence, ce à quoi Saphantite lui demande de reculer, ce qu'elle ignore. Tazalia les informe d'une autre rivale, nul autre que le dragon plat Skadi, qui semble attirer Glenn vers elle à la fête. Skadi le remercie de l'avoir réellement amené à la surface et de lui avoir permis de créer de vraies connexions avec les gens pour mieux profiter de son temps sur Terre au lieu de monter aux cieux. Elle l'appelle grand frère, mais ensuite Saphantite l'éloigne et le réprimande en 4 cas pour être arrivée en retard quand elle était malade et avoir amené toute la bande de Swaffhar avec lui. Tazalia libère Glenn et Skadi l'emmène pendant que toutes les filles courent après lui et s'empilent les unes sur les autres comme au début d'une scène troublante de Train de l'Enfer. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, commentez ci-dessous les doigts magiques musclés de Glenn pour confondre les normies. Si vous aimez les résumés d'animes cool comme celui-ci, n'oubliez pas de regarder cette vidéo juste ici.